Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de ce journal. Un nouveau report, mais cette fois partiel pour les élections en RDC. Elles auront lieu en mars 2019 pour les zones de Beni, Butembo et Yumbi. La tension ne faiblit pas en Tunisie après l'immolation par le feu d'un journaliste de 32 ans. Un acte de désespoir prélude aux manifestations et affrontements avec les forces de l'ordre. Un autre drame de l'immigration ici aux États-Unis. Un deuxième enfant migrant détenu est décédé hier. Le Guatemala, son pays d'origine, exige une enquête transparente. Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, les villes de Beni et Butembo dans l'est du pays, ainsi que Yumbi dans l'ouest, ne voteront pas en même temps que le reste du pays ce dimanche. Le scrutin a été reporté au mois de mars dans ces trois localités, selon un nouveau calendrier électoral rendu public ce jeudi. C'est un énième rebondissement dans le processus électoral en RDC. L'épidémie d'Ebola et l'insécurité sont mises en avant comme étant les raisons de ce report dans ces localités. L'annonce de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, signifie donc que plus d'1,2 million électeurs ne participeront pas au choix du prochain président de la République, celui-ci devant être investi le 18 janvier. Les élections auront donc lieu à Beni et Butembo et à Yumbi dans environ 3 mois. S'agit-il du report de trop? Qu'en pensent les populations de Beni où certains leaders de l'opposition ont été interdits de battre campagne? On écoute quelques réactions. Parce que les élections doivent se passer sur toute l'étendue de la République et au même moment. Ça, c'est ça la loi. Nous nous disons que c'était prévisible et la CENI n'est pas prête pour les élections. Cette décision prise par la CENI, c'est une décision suicidaire. C'est une décision sans fondement. Nous savons très bien que la maladie dont on évoque pour la région de Butembo-Beni, c'est une maladie qui n'a aucun impact sur la tenue des élections. Allons à présent à Kinshasa où nous attend Anastasie Tudièche, notre correspondante sur place. Anastasie, bonjour. Comment réagit la classe politique au niveau de Kinshasa où vous vous trouvez? Bonsoir John, bonsoir à toutes et à tous. Alors du côté Lamuka, on parle d'une tentative du côté du gouvernement de transformer Ebola en maladie politique. On pointe aussi du doigt l'inconstitutionnalité de l'action de la CENI, de la décision de la CENI. Et pour Lamuka, l'argument de force majeure sanitaire ne tient pas. C'est un argument fallacieux. Et pour cela, les membres de Lamuka s'appuient sur la campagne qu'ils ont faite à Beni, qui a rassemblé des milliers de personnes sans qu'il n'y ait eu aucun problème. Donc ils partent du principe que rassembler des électeurs pour une journée ne devrait pas poser de problème non plus. Il s'agit pour Lamuka tout simplement d'un plan du pouvoir pour se maintenir au pouvoir tout en grignotant des voix à Lamuka. Côté UDPS et coalition Cash, l'insécurité avancée pour la ville de Yumbi est une insécurité alimentée par le gouvernement lui-même. Et il s'agit là purement et simplement d'une volonté de supprimer un pool d'électeurs pro-opposition. Et en plus, l'argument supplémentaire de l'UDPS est que les présumés terroristes auront une raison supplémentaire de se révolter puisqu'ils n'auront pas accès aux urnes, ils ne pourront pas exercer leur voix. Et l'UDPS que j'ai eu tout à l'heure par la voix de
Maître Pierre Kazadi, me disait qu'au lieu de déployer des militaires à Kinshasa et dans d'autres villes, notamment à l'Équateur ou dans le Kasaï, eh bien, il devrait, puisque le gouvernement se sent en insécurité par la voie de la CENI, déployer ses militaires là où l'insécurité se manifeste. Troisième voix publique qui s'est exprimée contre cette décision de la CENI, celle de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, John, par la voix de l'abbé Donatien Chollet, son secrétaire général, qui s'est dit étonné par cette décision et qui a continué en disant qu'il trouvait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il a qualifié, l'abbé Chollet, cette décision avec des mots très forts, disant qu'il s'agissait purement et simplement d'un assassinat des droits civiques de populations qui, par ailleurs, sont déjà victimes de massacres. Et donc, Anastasie, la Commission électorale nationale indépendante a donc reporté les élections à Beni et Butembo dans l'Est ainsi qu'à Yumbi dans le Sud-Ouest. Et votre collègue Abdourahmane Dia s'est entretenu avec le porte-parole, il me semble, du Front commun pour le Congo? Absolument. Il a rencontré André-Alain Toundou, le porte-parole du Front commun pour le Congo, la plateforme qui soutient le candidat choisi par le président Emmanuel Ramazani Shadari, et il lui a posé, Abdou, les questions de ces difficultés et tensions qui entourent le scrutin, dont rappelons-le, qui est prévu le 30 décembre prochain. Regardez. Ils estiment que l'organisation d'une élection chaotique profiterait à votre candidat. Quel candidat? Je posais la question au départ, profiterait à qui? Puisque à l'intérieur, il y a toutes les composantes. Et donc, toutes les composantes se sont entendues pour promouvoir un candidat. Je crois qu'il faut respecter les gens dans leur travail en considération des sacrifices énormes qu'ils font et de la compétence avérée qu'ils ont à travers l'Afrique. Bon, la machine à voter ne fait plus débat. Je crois que vous vous êtes rendu compte qu'il y a un consensus autour de l'utilisation de la machine à voter. Les autres débats techniques, je ne voudrais pas y perdre mon temps parce que c'est une façon de distraire notre candidat et de favoriser cette atmosphère de chaos propice à l'établissement, à la suspension de la CENI, comme il demande, et à l'établissement d'une transition sans Kabila. Alors pour terminer en quelques secondes, Anastasie, quel est l'engouement des populations au niveau de Kinshasa à quelques 4 jours du jour J? Je dirais que la peur monte. 2 mots, abasourdi par la nouvelle décision de la CENI et circonspect. Des Congolais me disaient aujourd'hui, avec lesquels je parlais de ce report partiel, pour eux c'est une annonce, une pré-annonce d'élection qui serait annulée. Anastasie Tudièche, notre correspondante à Kinshasa, merci d'avoir été avec nous. La sécurité en Afrique centrale et australe au centre d'un mini-sommet des chefs d'État qui s'est tenu ce mercredi à Brazzaville. Les travaux se sont essentiellement consacrés à la situation en République démocratique du Congo. Mais petit bémol, Kinshasa était absent de ce rendez-vous ou du moins n'était pas représenté au plus haut niveau. Une absence minimisée par Cyprien Sylvestre Mamina, secrétaire général des Affaires étrangères de la République du Congo. Brazzaville et Kinshasa sont séparés par moins de 5 km à vol d'oiseau. Un communiqué final devait être publié à l'issue de la rencontre. Au Soudan, les forces de police et de sécurité étaient encore déployées ce mercredi dans différents quartiers de la capitale, signe du climat tendu dans le pays. De son côté, le Parti du Congrès populaire, membre de la coalition au pouvoir, réclame l'ouverture d'une enquête sur la mort de manifestants survenus lors des mouvements de contestation. Les autorités font état de 8 manifestants tués depuis le 19 décembre. Amnesty International parle, lui, des 37 morts. Ces manifestations ont commencé après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Le président soudanais a promis d'entreprendre de vraies réformes pour remédier à la crise économique qui frappe le pays. En Tunisie, la tension ne faiblit pas. De nouveaux heurts ont opposé la police à des manifestants à Kasserine, dans l'ouest du pays, peu après l'enterrement d'un journaliste qui s'était immolé par le feu la veille. Ce mercredi, le ministre de l'Intérieur a affirmé avoir procédé à l'arrestation d'une personne pour son implication présumée
dans le geste qui a coûté la vie aux journalistes. Retour sur ces événements avec Arzouma Kampaoré. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser des dizaines de manifestants et des affrontements ont opposé les deux camps. Le journaliste Abdelrazak Zorgui, 34 ans, est décédé lundi soir après s'être immolé par le feu, affirmant vouloir protester contre le chômage et la dégradation de la situation économique dans la région de Kasserine, l'une des plus pauvres du pays. Je lance un appel à tous les chômeurs de Kasserine. Aujourd'hui, je vais commencer une révolution et tous ceux qui voudraient se joindre à moi et me soutenir sont les bienvenus. Je manifesterai seul et je m'immolerai par le feu. Cela fait 8 ans que je cherche un emploi, année après année, sans rien obtenir. Tout est mensonge, je ne suis affilié à aucun parti politique. Ce drame a suscité la colère des habitants de cette ville défavorisée et dans la nuit de lundi à mardi, des dizaines d'entre eux ont brûlé des pneus et bloqué la rue principale du centre-ville. Mardi, des membres des médias tunisiens ont réagi à la mort de leurs collègues. Sans vouloir justifier son acte, les raisons du suicide de ce jeune homme sont la pauvreté, la marginalisation, ainsi que la situation fragile de la plupart des journalistes en Tunisie. En fait, un grand nombre de journalistes vivent en situation fragile, tant sur le plan financier qu'au point de vue juridique. Je le vois avec un grand nombre de journalistes en Tunisie. Kasserine est l'une des premières villes où avaient éclaté fin 2010 des manifestations pour protester contre la pauvreté et la marginalisation. La police avait alors tué des manifestants, mais c'est l'immolation par le feu en 2010 d'un jeune vendeur ambulant qui avait occasionné la propagation à travers tout le pays de manifestations qui, à leur tour, avaient conduit au renversement du régime de Zine El Abdine Ben Ali en janvier 2011. Mort en Tunisie, mort également ici aux États-Unis où les services américains de contrôle des frontières ont ordonné que tous les enfants migrants en détention soient soumis à des examens médicaux à la suite de la mort la nuit de Noël d'un garçon guatémaltèque de 8 ans, 16 jours après celle d'une fillette du même pays. Davantage avec Dili Diko. Le petit garçon arrêté par le service des douanes et de la protection des frontières, CBP, avait été transféré immédiatement lundi avec son père vers une structure hospitalière du Nouveau-Mexique après avoir montré de possibles signes de maladie. Gardé en observation pendant 1h30, il est sorti de l'hôpital lundi midi avec des médicaments, mais dans la soirée, l'enfant souffrant de nausées et de vomissements a été à nouveau transféré au centre médical où il est mort juste avant minuit. Le 8 décembre, Jacqueline Caal, une fillette guatémaltèque de 7 ans, avait également perdu la vie après son arrestation par des gardes frontières américains à l'issue d'un long périple. Elle est décédée d'un choc septique après son admission dans un hôpital d'El Paso, au Texas. Jackie ne devait pas mourir. Jackie ne devait pas mourir. My question to you, in the aftermath of her death, des erreurs flagrantes ont été faites. Aucune évaluation de santé immédiate à sa sortie du bus. Aucune traduction de la langue autochtone de son père, qui ne parlait pas bien l'espagnol. Dès qu'il a indiqué qu'il y avait un problème de santé, nous avons fait ce que nous pouvions faire le plus rapidement possible afin que l'enfant puisse recevoir des soins médicaux. Nous avons transporté le père séparément pour des raisons logistiques, mais le personnel soignant du CBP a fait tout ce qu'il pouvait. Jacqueline a été enterrée mardi dans son pays natal, au cimetière de San Antonio Cortés, à environ 150 km au nord de la capitale, Guatemala. Vladimir Poutine annonce que la Russie va déployer son premier contingent de missiles hypersoniques à capacité nucléaire l'année prochaine. Le président russe affirme que son pays dispose désormais d'un nouveau type d'armes stratégiques. Il a dit dans l'un de ses discours qualifiés par la presse des plus belliqueux de ces dernières années, et c'était juste après avoir supervisé ce que le Kremlin a décrit comme un test préalable au déploiement du nouveau système de missiles appelé Vanguard. Moscou laisse entendre que ces nouvelles armes pourraient frapper presque n'importe quel pays du monde et échapper à un bouclier antimissile construit aux États-Unis. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Nous irons au Malawi où le VIH-Sida touche plus de 10% de la population. 2 ONG ont décidé de prendre la situation en main pour sauver les adolescentes. Autrefois dominé par les multinationales, le marché de l'alcool au Ghana a désormais un goût local. Nous verrons cela dans ce journal. Et en sport, les Lakers ont humilié les Warriors la nuit dernière en NBA. Mais à quel prix? LeBron James en est sorti blessé. Nous poursuivons notre série « Nous Congolais » consacrée aux élections en République démocratique du Congo. Ce mercredi, allons à la rencontre d'Emmanuel Bagouye Binyenye, un étudiant qui réside à Goma. Emmanuel est très engagé politiquement. Il est un membre de la Lucha. On écoute ce qu'il a à dire sur ce scrutin crucial. Être congolais pour moi, c'est quelque chose de si grand. Pour moi, je n'ai pas choisi d'être congolais. Je suis né dans ce pays, dans ce beau pays. Et je suis fier de porter ce nom d'être congolais. Donc, c'est quelque chose de plus grand pour moi. Ça me fait beaucoup d'honneur. Ce qui me tique beaucoup, ce qui me fait très mal dans la situation actuelle de la RDC, c'est la mauvaise gestion de la chose publique, la mauvaise gouvernance, c'est la chose la plus grande qui me fait très mal. Et en plus, l'instabilité politique et sécuritaire. Ce sont les 2 choses qui me font très mal en République démocratique du Congo. Les problèmes de la RDC sont liés à la mauvaise gouvernance. Je crois que le changement de la classe dirigeante actuelle serait la solution primordiale parce qu'il y a déficit au niveau de la gestion du pays. Donc si on change la classe dirigeante avec des nouvelles figures, des nouvelles personnes à la tête du pays qui ont des nouvelles idées avec une nouvelle politique, cela peut améliorer la situation en République démocratique du Congo. D'abord, c'est la responsabilité des autorités, des dirigeants. Parce que les responsabilités sont partagées sur cette question-là. On ne peut pas dire seulement que ce sont les dirigeants qui sont auteurs de ça, de cette crise en République démocratique du Congo. Et c'est aussi la responsabilité de la population, des citoyens congolais qui sont ignorants concernant plusieurs questions, leurs droits, leurs devoirs. Et voilà pourquoi c'est important de travailler sur la personne, l'homme congolais, qu'il puisse au moins comprendre ses droits et ses devoirs. Les candidats aux élections, tous les candidats présidents de la République, les candidats et députés provinciaux et nationaux, c'est juste un message qu'ils cessent de se baser beaucoup plus sur les slogans politiques. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'écouter des slogans politiques, des promesses qu'ils sont incapables de réaliser. Et voilà pourquoi moi, je peux les demander juste de faire quoi? De promettre, de montrer leur vision politique. Ce qu'ils sont capables de faire pour la population congolaise, pas une manipulation politique. Aujourd'hui, ils font une manipulation politique pour seulement se faire voter. Nous avons compris que l'arme la plus redoutable face à la violence, c'est la non-violence. Et la non-violence, c'est l'arme la plus redoutable pour nous, pour les mouvements citoyens et Lucha RDC Afrique. Mais il y a des fois où vous vous retrouvez dans une situation où il y a atteinte à votre intégrité physique.
et selon la loi, parce que la loi autorise et donne l'autorisation à quelqu'un de se défendre. Lorsqu'il y a atteinte à votre vie, on veut vous ôter la vie. Là, vous pouvez utiliser la force pour vous défendre face aux menaces extérieures qui veulent nuire à votre existence. L'avenir de la RDC dépend des choix que nous, le peuple congolais, va faire. Si on fait des bons choix, dans un mois, même dans 2 mois, 3 mois, les choses peuvent commencer à changer. Donc si on fait des bons choix pour choisir des dirigeants responsables et qui ont les soucis du pays, et je crois que dans une année, les choses peuvent changer, peuvent commencer à changer dans ces pays. Parce qu'on commence à évaluer l'émergence à partir des petites choses. Je crois que dans une année, si on a des bons dirigeants, une classe dirigeante responsable, on peut commencer à évaluer positivement le développement et l'avenir de la République démocratique du Congo. Au Malawi, près de 10% de la population est porteuse du VIH et la majeure partie des nouvelles infections touchent les adolescentes. 2 ONG, de Global Health Interfaith Alliance et Sainte-Balé, ont lancé un programme pour aider les filles dans les zones rurales. Objectif, les maintenir en bonne santé à l'école. Lamek Massina s'est intéressé à la mise en œuvre de ce programme dans le district de Moulandje, dans le sud du pays. Le récit est de Roger Moutou. Ce sont là quelques-unes des 360 étudiantes qui fréquentent les clubs de filles de Mawa. Ces espaces ont été créés dans 9 écoles secondaires dans le district de Moulandje. Les statistiques montrent que beaucoup de ces filles ont quitté l'école pour cause de grossesse et mariage précoces. L'an dernier, nous avons eu plus de 26 élèves du secondaire qui ont abandonné les études et 80% d'entre eux étaient des filles. Certaines se sont mariées et d'autres sont tombées enceintes. La moitié de ces filles se marient avant 18 ans et selon un rapport de l'ONU-SIDA, 70% d'entre elles souffrent de nouvelles infections liées au VIH. Étant donné que les filles âgées de 15 à 24 ans sont plus susceptibles de contracter le VIH, nous les aidons avec un soutien psychosocial. Avec l'aide de leurs mentors, en plus d'être instruites, ces filles apprennent à réfléchir sur leurs objectifs dans la vie. Je veux devenir infirmière. J'aime l'uniforme qu'elle porte. Mais surtout, je veux travailler à la maternité pour pouvoir aider les femmes. Quand une fille est instruite, elle respecte les droits des autres filles et les motive également. Le travail de ces clubs est reconnu et salué par le gouvernement qui voit en cela un appui considérable à son propre programme de prise en charge de l'éducation des filles. Nous accueillons de nouveau en studio Yacouba Ouedraogo pour un coup d'œil sur l'actualité sportive. Yacouba, on commence par cette actualité qui concerne le fils de Georges Weah. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Ravi de vous retrouver. Justement, Timothy Weah va être prêté par le PSG. Le club parisien a annoncé que l'international américain va quitter ses coéquipiers pour un prêt de 6 mois sans indiquer le nom de son nouveau club. Fils du président libérien George Weah, Timothy ne précise pas non plus sa destination dans son message publié sur Instagram. Mais selon la presse britannique, l'attaquant de 18 ans pourrait rejoindre le Celtic dans le championnat écossais. Cette saison, il a fait 3 apparitions sous le maillot du PSG, dont 2 en championnat pour un but de marqué. Weah, né à New York, s'est imposé dans le même temps en équipe des États-Unis avec 8 sélections et 1 réalisation. Dans cette région, justement, Sagna va continuer l'aventure avec Montréal. L'ancien international français a prolongé son contrat jusqu'à la fin de la saison 2019. D'après l'annonce faite par cette équipe du championnat nord-américain de football, MLS, Bakary Sagna, 35 ans, a été recruté en cours de saison dernière par l'Impact en provenance du club italien de Benevento. L'ancien latéral droit d'Arsenal et de Manchester City a disputé 9 matchs et marqué un but sous le maillot du club québécois.
NBA, pour finir, les Lakers, John vous le disiez en titre, ont humilié Golden State la nuit dernière. Grosse démonstration des Los Angeles Lakers, 127-101. La franchise californienne restait sur 11 défaites consécutives à l'Oracle Arena et sur 7 revers de suite face aux Warriors. Elle a donc mis fin à cette mauvaise passe avec brio. Le seul bémol, la blessure de sa star LeBron James, le numéro 23 qui a marqué 17 points et capté 13 rebonds, a dû quitter ses coéquipiers à cause d'une douleur aux adducteurs. Malgré cette 12e défaite en 35 matchs, eh bien, Golden State reste deuxième de la conférence Ouest, tandis que les Lakers sont quatrième et se rapprochent des playoffs auxquels ils n'ont plus pris part depuis 2013. Voilà donc pour l'espoir aujourd'hui, John. Et à demain, au Ghana, la célébration des fêtes de fin d'année n'aurait pas le même goût sans les boissons traditionnelles comme le vin de palme, le kokoroko ou le pito. Le marché de l'alcool, autrefois dominé par les multinationales, appartient aujourd'hui aux Ghanéens qui voient surtout en cette saison la résurrection des boissons made in Ghana. Salwa Jafari nous en dit plus. Au Ghana, Noël se célèbre dignement un verre de kokoroko ou de pito à la main. Des boissons auxquelles les Ghanéens ont redonné une seconde vie. Elles ont été ressuscitées, revisitées, remises au goût du jour, comme ce cocktail de kokoroko au jus d'hibiscus. Décembre est la période la plus animée de l'année pour la plupart des restaurants, bars et vendeurs de boissons, principalement parce que les Ghanéens prennent Noël très au sérieux. Dans la ville portuaire de Tema, ces Ghanéens décompressent à la Pito House. Pendant plus de 3 décennies, Véronica Dakoura, grand-mère de 67 ans, y prépare son célèbre pito, une infusion à base de sorgho séché et d'eau. Dans sa cour, de grands chaudrons bouillent à longueur de journée sur un feu de bois. Une fois sa fameuse boisson à point, Dakoura la sert dans une calebasse à consommer sur place ou à emporter. Ils l'aiment bien car dans le pito, il n'y a pas de produits chimiques. Donc quand on le prend, on se sent bien, même si on est malade. Dakoura sait que la demande augmentera probablement à l'approche de la fin de l'année, quand les fêtards affluent en masse dans les clubs et sur les plages pour dire au revoir à 2018. Lorsque vous comparez le prix de cette boisson à celui des autres, c'est bien moins cher, très bon. Vous pouvez acheter une bouteille de bière à $1. Pour ce prix-là, vous pouvez acheter près de 5 litres de pito que vous pouvez partager avec 4 personnes. Guinness, Heineken et autres n'ont qu'à bien se tenir. Les bières et les boissons locales débarquent en force. Leur goût peut être différent, mais au bout du compte, au fond de la bouteille, leur effet est le même, joie de vivre et convivialité, avec modération bien sûr. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.